Alors que la guerre en Ukraine a selon l'ONU tué un peu plus de 1000 civils et provoqué la fuite de près de 4 millions de personnes, de nouveaux pourparlers entre Russes et Ukrainiens doivent avoir lieu en Turquie. Cet homme ne peut pas rester au pouvoir, ou encore c'est un boucher. Les déclarations choc de Joe Biden à propos de Vladimir Poutine n'ont pas tardé à faire réagir. Les forces russes concentrent leurs efforts sur l'est de l'Ukraine en vue de libérer le Donbass. Kiev redoute une partition du pays, comme en Corée. Le chef de la diplomatie américaine en Israël, le négociateur européen à Téhéran, intense activité diplomatique ce dimanche autour du nucléaire iranien. La perspective d'un accord semble se rapprocher. La guerre en Ukraine a déjà provoqué la fuite de près de 4 millions de personnes selon l'ONU, qui estime aussi qu'un peu plus de 1000 civils ont été tués. La mairie de Mariupol affirme quant à elle que les attaques russes ont déjà fait plus de 2000 victimes civiles dans la ville assiégée. C'est dans ce contexte que Russes et Ukrainiens doivent entamer de nouveaux pourparlers à Istanbul en début de semaine. Avant les discussions, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec des journalistes russes en visioconférence, indiquant qu'il était prêt à discuter du statut du Donbass, de la neutralité de l'Ukraine et des garanties de sécurité. Le point des garanties de sécurité est important pour les deux pays, pour l'Ukraine et pour eux aussi, je le comprends tout à fait. Ce point doit être discuté et il est soigneusement étudié. Hier, le président russe Vladimir Poutine a félicité les unités de la garde nationale impliquées dans ce qu'il appelle les opérations spéciales en Ukraine lors d'une allocution. Le Kremlin a aussi déclaré ces derniers jours qu'il concentrait désormais ses efforts sur la région du Donbass, partiellement contrôlée par les séparatistes pro-russes. Alors que la situation humanitaire est toujours jugée catastrophique à Mariupol, des responsables rebelles du gouvernement autoproclamé de Donetsk affirment avoir installé des tentes à l'est de la ville pour accueillir les personnes évacuées. L'Ukraine accuse la Russie de déplacer de force des milliers de civils du port stratégique de la mer d'Azov, dévasté par les bombardements, ce que la Russie dément. De son côté, la Finlande a annoncé la fermeture de la ligne ferroviaire Helsinki-Saint-Pétersbourg, évoquant les sanctions imposées à la Russie. Il s'agissait de l'une des dernières lignes permettant aux Russes de rejoindre un pays de l'Union européenne. Ceux qui souhaitent se rendre en Finlande peuvent toujours le faire en voiture ou en bus. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Voici l'une des déclarations choc de Joe Biden, qui a également comparé Vladimir Poutine à un boucher lors de son séjour en Pologne. Venu afficher son soutien aux pays membres de l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président américain a choisi la formule offensive. Et cela n'a pas tardé à faire réagir. À commencer par le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, qui a tenté d'éteindre l'incendie en marge d'une visite en Israël. Comme vous le savez et comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, nous n'avons pas de stratégie de changement de régime en Russie ou ailleurs. C'est toujours au peuple du pays en question de décider. Le Kremlin a aussi vite réagi. Ce n'est pas à Biden de décider, a déclaré son porte-parole Dmitri Peskov. Le président de la Russie est élu par les Russes. Ce discours et les passages qui concernent la Russie est stupéfiant, pour employer des termes polis. Emmanuel Macron a quant à lui mis en garde contre l'escalade verbale. D'abord être factuel et ensuite, en effet, tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Parce que que voulons-nous faire collectivement ? Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre et sans escalade. C'est ça l'objectif qui est le nôtre vous avez même depuis dit un mois. De son côté, Vladimir Poutine a félicité la garde nationale russe à l'occasion du 6e anniversaire de sa création, lors d'une allocution. Le président russe s'est spécialement adressé au personnel impliqué dans ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale au Donbass et en Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine en visite en Israël a tenté ce dimanche de rassurer les dirigeants de l'État hébreu inquiets de la perspective d'un accord sur le nucléaire iranien. L'accord en question est en fait celui de 2015 qui encadrait le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions. Un texte vidé de sa substance depuis la volte-face de Donald Trump. Nous sommes tous les deux déterminés à ce que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire. Les États-Unis estiment qu'un retour à la pleine mise en œuvre du plan d'action global conjoint est le meilleur moyen de remettre le programme nucléaire iranien dans la boîte dans laquelle il se trouvait, mais dont il s'est échappé depuis que les États-Unis se sont retirés de cet accord. Ce qui bloque encore les discussions entre Iraniens et Occidentaux, c'est notamment la question des sanctions contre les gardiens de la révolution, bras idéologique du régime.
Washington veut maintenir des sanctions contre eux, y compris en cas d'accord. Hors de question, répond Téhéran. Il faut comprendre que le corps des gardiens de la révolution islamique est une armée nationale. Et une armée ne peut pas être considérée comme un groupe terroriste. Ce n'est pas concevable, pas acceptable. C'est un point très important pour les Iraniens. De son côté, le coordinateur de l'Union européenne chargé de superviser les pourparlers sur le nucléaire iranien est arrivé ce dimanche à Téhéran. La conclusion d'un accord international avec l'Iran serait une question de jours, dit-on du côté de Bruxelles. C'était ce samedi dans les rues de Kaboul, en Afghanistan. Une vingtaine de femmes ont défilé pour réclamer la réouverture des écoles pour les filles. Les écoles secondaires avaient rouvert leurs portes aux filles mercredi dernier, mais à peine quelques heures après la rentrée, les talibans ont ordonné la fermeture de ces établissements, officiellement pour des raisons d'ordre pratique. Les talibans devraient rouvrir les écoles pour les filles, dit cet activiste. Les femmes représentent la moitié de la population et les talibans ne peuvent pas l'ignorer. On peut bien travailler côte à côte avec les hommes dans cette société. Plusieurs associations de défense des droits des femmes ont appelé à de nouvelles manifestations jusqu'à ce que les talibans reviennent sur leurs décisions et rouvrent les écoles. Dans leur combat, ces femmes ont reçu le soutien de Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix. Cette jeune femme milite pour l'éducation des filles. Elle l'a redit ce samedi lors d'un forum à Doha, au Qatar. Pourquoi cela leur arrive-t-il simplement parce que ce sont des filles ? Pourquoi ne peuvent-elles pas recevoir leur éducation ? Depuis leur retour au pouvoir en août dernier, les talibans ont imposé de nombreuses restrictions aux femmes. Leur façon de s'habiller est contrôlée, leurs déplacements sont limités, leur accès au travail est restreint. En Allemagne, la joie des militants du SPD ce dimanche après la victoire de leur parti dans le Land de Saar. La formation social-démocrate l'emporte avec 43% des voix contre 27% pour les chrétiens démocrates de la CDU qui dirigeaient pourtant cette région frontalière de la France depuis plus de 20 ans. Ce scrutin, le premier depuis les élections législatives de septembre, avait valeur de test pour la coalition gouvernementale dirigée par Olaf Scholz. Pour l'emporter dans la Sarre, le plus petit Land d'Allemagne, le SPD a pu compter sur la popularité de sa chef de file régionale, Anke Rehlinger, une juriste et championne du lancer du poids. La joie des militants du SPD contrastait avec la déception des chrétiens démocrates. La CDU est à la recherche d'un nouveau souffle depuis le départ d'Angela Merkel après 16 ans de règne. Le nouveau leader du parti, le très conservateur Friedrich Merz, peine jusqu'ici à fédérer. Alerte Covid en Chine. Face à une nouvelle flambée des cas de contamination, les autorités ont décrété un confinement en 2 temps à Shanghai. Depuis ce matin, la moitié de la capitale économique du pays est isolée du monde. D'ici 9 jours, ce sont près de 25 millions de personnes qui seront confinées. C'est la mesure la plus drastique prise depuis l'apparition de la pandémie, conformément à la politique de tolérance zéro de Pékin. Nouvelle attaque terroriste en Israël en moins d'une semaine. Dimanche, 2 policiers ont été tués dans le centre du pays et 4 personnes ont été blessées. Les 2 assaillants arabes présumés ont été abattus par les forces de l'ordre. L'attaque a été revendiquée par Daesh via un communiqué. Mardi dernier, 4 passants ont été tués à l'arme blanche dans le sud du pays. Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux artistes se sont mobilisés, comme ici en Californie. Mobilisation pour dénoncer ce conflit, fustiger l'attitude belliqueuse du président russe, exprimer leur solidarité avec les Ukrainiens, les civils et même leur président. J'ai décidé de faire quelque chose pour soutenir le peuple ukrainien. À travers cet homme-là, on voit la force, le courage, la bravoure et l'inspiration. Vu de la côte ouest américaine, les champs de bataille ukrainiens peuvent paraître loin. Et pourtant, le déclenchement brutal de la guerre a été comme un électrochoc pour cet artiste. J'étais en train de faire une peinture sur les difficultés des étudiants pour avoir des prêts bancaires. Et puis le conflit en Ukraine a éclaté. Je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je fasse quelque chose là-dessus. Je dis toujours que l'art fait réfléchir, mais que le grand art amène à agir. Donc si mon travail ou celui des autres peut vous amener à engager une conversation, ou même vous amener à faire un don pour une cause, alors on aura eu un impact positif.
Pour ces artistes de rue, les pinceaux peuvent être aussi puissants que des armes quand il s'agit de gagner la bataille de l'opinion.